Hello, bonjour à toutes et à tous les amis, ici la chaîne du koala et bienvenue dans cette dernière vidéo d'analyse de cartes Dominaria où nous allons parler de trois archétypes, enfin de 3,5 archétypes, parce qu'on va voir qu'il y a une variante sur l'archétype chevalier. Donc on va parler une dernière fois des commandants des créatures légendaires que Dominaria apporte et qui pourraient être intéressants à jouer dans le Brawl, parce que la dernière fois, eh bien, je ne vous avais pas parlé de tout ce dont j'avais envie de vous parler, tout simplement. Voilà, donc ce sera la dernière vidéo d'analyse de cartes de Dominaria. La prochaine vidéo, je peux d'ores et déjà vous le dire, est déjà à record. Ce sera une ouverture d'une boîte et je vous l'annonce, il y aura un concours avec 3 boosters à gagner. Alors je ne sais pas si ce sera 3 boosters pour une personne, 3 boosters pour 3 personnes, enfin un booster pour 3 personnes, on verra, on verra. Voilà, vous en saurez plus la prochaine fois. En tout cas, pourquoi il n'y a pas ma tête aujourd'hui? Eh bien parce que je me familiarise avec OBS et que je n'arrive plus à la remettre. Voilà, vous l'aviez la dernière fois, vous ne l'avez plus aujourd'hui. C'est pas très important. C'est parti pour l'analyse des cartes. La première carte dont je voulais parler, c'est celle qui est à droite de votre écran. C'est Tatiova, la druidesse benthique. Tatiova, c'est un ondin, elle est bleu-verte, et donc elle est 3-3 pour 5. Donc ça, c'est mauvais. C'est très mauvais. Donc maintenant, son effet, on espère qu'il est bien. Elle dit qu'à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Donc ça, on s'en fout un peu en réalité. Et vous piochez une carte. Ça, c'est cool par contre, de piocher des cartes. Enfin, même gagner des points de vie, en fait, c'est cool aussi. Mais c'est surtout piocher la carte qui nous intéresse. Donc en plus, évidemment, du terrain qu'on a le droit de poser à chaque tour, le but, ça va être de trouver des synergies et des cartes qui vont permettre d'optimiser ce pouvoir-là. Des cartes comme ça, il y en a qui sont arrivées, je vais vous en parler juste après. Mais avant tout, Tatiova, eh bien c'est un ondin, c'est une ondin. Donc la question, est-ce que ça marche avec l'archétype ondin? Est-ce que c'est un commandant bien pour l'archétype ondin? La réponse, elle est à côté. La réponse, c'est Kumena Tyran d'Oraska, qui est 2-4 pour 3, et qui lui a plein de pouvoirs qui s'activent lorsque vous avez plein de ondins dégagés à engager pour activer ses capacités. Donc non, Tatiova n'est pas un général ondin. En fait, c'est un général bleu-vert mid. Voilà, bleu-vert contrôle mid, qui va ramper, qui va piocher des cartes et qui va aller chercher ses win conditions comme ça. Donc c'est un ondin, c'est bleu-vert, mais c'est pas pour les decks ondins. Bon, néanmoins, vous pouvez quand même la jouer dans Kumena si vous voulez, mais je pense pas que ce soit très bien. Par contre, jouer Kumena dans Tatiova, ça c'est ok. Et donc, si vous voulez partir sur un deck ondin, hein, un deck bleu-vert ondin, eh bien, gardez les cartes en fait simplement de Ixalan et jouer Kumena Tyrannoraska, qui, je vous le rappelle, peut devenir imbloquable, peut vous faire piocher des cartes, ou même peut mettre des marqueurs +1/+1 sur chacune de vos sur chaque ondin que vous contrôlez. Donc lui sera vraiment pour faire un archétype ondin, aggro, bleu-vert, quoi. Prise de board, qui joue tout sur la prise de board. Tatiova, elle, ne jouera pas sur la prise de board, mais plus sur du contrôle et de la rampe, je pense. Tishana, Voix du tonnerre, elle aussi c'est un ondin légendaire. Alors qu'est-ce qu'elle fait là? Elle coûte 7 mana, donc c'est beaucoup trop hein, pour être dans un archétype aggro. Même malgré le fait qu'on joue du vert et qu'on va pouvoir ramper, c'est beaucoup trop quand même. Et la force et l'endurance de Tishana sont égales au nombre de cartes dans votre main, c'est-à-dire que elle va demander que vous ayez des cartes dans votre main pour qu'elle soit balèze. Évidemment, ça va changer. Hein. Si vous avez 5 cartes, vous en jouez une et que vous n'en avez plus que 4, Tishana, elle était 5-5, elle devient 4-4, etc. Au contraire, si vous piochez des cartes, Tishana va grossir. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Et la deuxième, enfin la troisième, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez. Donc admettons, vous n'avez Tishana, c'était la dernière carte de votre main. Vous la jouez, vous n'avez plus de cartes dans votre main. Théoriquement, elle est 0-0. Si vous ne contrôlez pas d'autres créatures, du moins. Ce qui ne sera jamais le cas en fait. Hein. Et donc, vous allez piocher une carte directement parce que Tishana est en jeu. Donc, elle sera minimum 1-1. Voilà. Donc, Tishana, elle, eh bien, pour moi, ça rentre complètement. Alors, c'est certainement pas à jouer en commandant. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais je pense que Tatiova est bien mieux. Et Tishana rentre dans Tatiova. Alors, pourquoi est-ce que Tatiova, elle m'intéresse autant? La réponse, hop, elle est là. Voilà. On a des cartes qui sont arrivées avec Dominaria qui permettent à Tishana, non, à Tatiova, putain.
à Tatiova de briller. Par exemple, le lien brisé qui est à gauche, qui est un rituel vert pour 2. Vous détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé, et en plus, vous pouvez mettre un terrain de votre main sur le champ de bataille directement. Donc en plus du terrain supplément que vous avez déjà joué ce tour-ci. Alors première chose, en fait, cette idée de généralement jouer des cartes qui détruisent des artefacts ou des enchantements, on joue ces cartes-là dans les sides, la plupart du temps. Sauf que là, on parle du format Brawl. Le format Brawl, on est en standard. On a le choix entre 4 éditions là pour l'instant, euh, et surtout, enfin 3 bientôt, dans quelques mois. Et donc, on a le droit à qu'une seule fois chaque carte, ce qui veut dire qu'on va être extrêmement limité. Et donc que chaque deck, chaque archétype va devoir peut-être un peu se fixer en jouant des communes, des zones co, des artefacts et des enchantements. Et donc vous aurez presque toujours une cible avec cette carte qui normalement serait une carte de side. Donc ça déjà c'est top. Et donc la deuxième chose, bah, le terrain en plus, hop vous le jouez et vous piochez directement une carte en plus avec Tatiova. Donc le lien brisé, carte qui va détruire un truc en face et qui se recycle pour vous, parce que vous allez aller piocher avec Tatiova, et qui en plus vous permet de ramper. Donc c'est top. L'éclaireur de la noire, il fait à peu près la même chose, il est 1-3 pour 2, donc ce sont des stats défensives, c'est intéressant. Et vous pouvez mettre une carte de terrain sur le champ de bataille depuis votre main en l'engageant. Sachant que si vous le dégagez avec n'importe quelle autre carte, eh bien vous pouvez le rengager pour jouer une deuxième carte de terrain, hein, et ainsi de suite. Donc ça peut être un gros snowball aussi. Cette carte-là est intéressante à rentrer dans Tatiova. Et une carte dont je voulais parler aussi, Slinvoda, la profondeur ascendante, que je vais probablement jouer. Quand elle arrive en jeu, s'il a été kické, donc il est 8-8 pour 8, hein, vous pouvez le kicker pour 2 supplémentaires, donc 8-8 pour 10. S'il a été kické, vous pouvez eh bien, renvoyer, d'ailleurs c'est pas vous pouvez, c'est renvoyer toutes les créatures dans les mains de leur propriétaire, sauf les créatures aquatiques, entre guillemets, hein, sauf les kraken, les léviathans, les pieuvres et les grands serpents, et les ondins évidemment aussi. Donc en fait c'est pas tout à fait un rasboard, c'est un vide board, mais il peut eh bien, surprendre votre adversaire. Alors ça c'est clair que votre adversaire ne s'attendra pas à ce que vous jouiez ça, hein. Maintenant il va vous falloir 10 mana. Mais comme on l'a dit, bah, vous allez ramper, vous allez aller chercher des terrains, vous allez poser des terrains en plus. En parallèle, vous n'allez pas vous essouffler parce que vous allez piocher. En plus, vous jouez du bleu, donc vous n'avez même pas besoin du pouvoir de Tatiova pour piocher. Vous avez accès à toutes les cartes bleues de pioche. Et vous avez en plus, par exemple, je pense à la petite, là je vous l'ai pas mise, mais la petite 2-2 pour 2, non la petite 0-2 pour 2, pardon, qui peut vous ajouter un vert, ou bien deux verts si vous jouez un sort de kick. Donc, Slinvoda, moi je ferais cet archétype en tout cas, et Slinvoda sera dedans. Voilà, cet archétype ondin avec Tatiova m'intéresse beaucoup. Le deuxième archétype qui m'intéresse, c'est celui-ci. C'est Valduc, gardien de la flamme. Donc ici aussi, on a un commandant, une créature légendaire Unco, donc vous n'aurez pas de mal à la trouver, hein, qui est 3-2 pour 3, et qui dit qu'au début, au début du combat, pendant votre tour, eh bien, vous allez créer un élémental 3-1 piétinement célérité pour chaque enchantement, enfin chaque aura, et chaque équipement attaché à Valduc. Ça a l'air vachement fort, hein. Ça a l'air vachement fort de faire un truc aggro avec ça. Maintenant, la question à se poser, c'est la suivante. Y a-t-il suffisamment d'enchantements, donc rouge, parce qu'on joue mono rouge, et d'artefacts intéressants, d'artefacts et d'équipements, hein, je veux dire, pour jouer cette carte? Et ben, je vous propose de les passer en revue, tout simplement. Donc, en avant. Voilà. Alors, je peux peut-être un petit peu jouer avec. Voilà. Les modifications de siège, par exemple. Hop là. Un enchantement pour 3. Hop là, plus 3 plus 0 initiative. Donc c'est bien parce que ça permettra à Valduc d'attaquer, hein, parce qu'il aura l'initiative, donc il pourra prendre des trades avantageux. Euh, donc ça c'est pas mal. Parce que d'habitude, en temps normal, vous n'allez pas attaquer avec lui, hein, mais lui donner l'initiative, ou le vol, ou la menace, ou des capacités bien, qui vont lui permettre de se soustraire aux règles de combat normales, qui pourraient lui risquer de mourir, hein. Eh bien, c'est intéressant. Spectacle géant pour 2, plus 1 menace, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Ferveur dévorante, pour un seul mana, donc attention, hein, pour un mana, faut comprendre que pour un mana, vous allez mettre un enchantement et vous allez créer un 3-1 piétinement célérité, soit un 3-1 piétinement célérité pour 1.
Comprenez-le bien ça, faut que ce soit acquis. Bien, la ferveur des ventes, plus 3, et au début de votre entretien, mettez un marqueur +1, -1, pardon, sur cette créature. Donc entre guillemets, vous condamnez votre créature. Et donc vous allez me dire: «Mais dis donc, tu nous dis de la merde! Pourquoi est-ce qu'on voudrait tuer notre créature?» Alors 2 choses les enfants. D'abord, théoriquement, vous allez gagner avant même que Valduc, ait pris ses marqueurs -1, en fait. Et de 2, si jamais, eh bien la partie s'éternise un peu, de toute façon, vous allez lui mettre des enchantements et des équipements à tous les tours, qui vont le booster en permanence. Donc le -1, en réalité, vous vous en foutez un peu. Voilà. Hem, voilà. Donc très fort, hein. Pour un mana, vous créez un 3-1, c'est un piétinement célérité, c'est top. Et la révolte de Pia. Alors la révolte de Pia, j'y reviendrai juste après. Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, tout ça. Touk, voilà. Donc une nouvelle carte ici. Rage hystérique, +2/+1 menace. C'est exactement la même carte que celle que je viens de vous montrer, là, de Kaladesh. Donc c'est pareil, c'est top. Brétaillé, +2/+2 célérité pour 2, c'est ok. Voir rouge, +2/+1, initiative. Alors là, si celle-là est peut-être un peu en dessous des autres, parce que si on n'a pas attaqué avec Valduc, à la fin de notre tour, eh bien on va sacrifier voir rouge. Donc on aura un élémental en moins au prochain tour. Donc, peut-être que celle-là est en dessous. Mais de toute façon, enfin, si vous avez, pour le peu que vous ayez rage hystérique, ou alors même celle d'après, la cartouche de zèle, vous aurez attaqué avec Valduc et ce sera ok. Cartouche de zèle pour 1, donc là encore pour 1, hein. Les trucs pour 1, c'est le top du top de la value. Vous enchantez une créature que vous contrôlez, +1/+1 célérité, et quand elle arrive en jeu, eh bien, la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Alors attention, cette carte-là, pour un point de mana, vous allez de 1 donner un point d'attaque en plus à Valduc, donc déjà 4 points. De 2, créer un 3-1 célérité et piétinement, donc ça fait 7 points de dégâts, hein, 4 plus 3, Valduc plus l'élémental. Et de 3, empêcher une créature en face de bloquer. Pour 1 mana, vous avez gagné 7 dégâts. Vous vous en rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte de la puissance du truc, hein? Donc ça, c'est probablement une des meilleures synergies Valduc, hein, même si ce n'est la meilleure. Bien. Pour les enchantements, c'est tout pour les enchantements. Maintenant, qu'en est-il des artefacts? Eh bien, il y en a aussi des intéressants. Hop là, le pêche affûté, 1, ça s'équipe pour 1, +1/+1, c'est exactement ce qu'on veut. En fait, on cherche des choses qui vont s'équiper pour enfin qui vont coûter peu de mana, aussi bien pour les jouer que pour les équiper, ou bien on cherche des cartes qui vont avoir des super effets. Typiquement, lui, là, le capitaine Crochet, là, le crochet du capitaine, il coûte 3, donc ça c'est un peu cher. Il s'équipe seulement pour 1, donc ça c'est cool, et +2/+0 menace. Donc ça c'est encore plus cool. Maintenant, le petit désavantage, c'est que lorsque le crochet du capitaine devient détaché eh bien, de la créature auquel il est attaché, vous détruisez cette créature. Bon, a priori, on le détachera jamais, hein, donc ici, le désavantage, on s'en fout un peu. Lunettes d'inventeur, +1/+2 pour 1, et ça s'équipe pour 2. Bon, c'est probablement le moins intéressant de tous ceux que je vais vous montrer aujourd'hui, mais c'est ok. Le Strider Harness, le harnais d'enjambeur en français. Alors, vous le jouez pour 3, mais ensuite, vous pouvez l'attacher seulement pour 1. Et donc, +1/+1 célérité, c'est génial. Sachant que si Valduc se fait tuer et qu'il revient, vous l'équipez avec ça, il aura d'office la célérité. C'est top. Et les ailes rafistolées, ça s'équipe ici pour 1 et ça donne la vol à votre créature. Donc c'est probablement un des mieux aussi parce que Valduc va voler et du coup Valduc pourra mettre ses points de dégâts. Sachant qu'il sera overboosté avec vos autres enchantements et artefacts, ce sera très intéressant de le faire attaquer. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Bouclier du royaume, donc ça ce sont des nouveaux, hein. Ça s'équipe pour 1, ça coûte 2, et on prévient 2 blessures à chaque fois que la créature équipée subit des blessures. Donc c'est top, Valduc il a 2 points de vie, donc ça veut dire qu'on prévient, on prévient les 2 dégâts qu'il tue en fait, hein. En fait, si votre adversaire veut mettre un choc sur Valduc, hein, truc de 2 dégâts pour 1 de mana, eh bien, ça marche pas, voilà. Lance de joute, ici ça c'est juste pour donner de la résilience à notre créature, voilà. La résilience, c'est le fait, enfin de la résilience. La résilience, c'est quand votre créature revient. Mais ici, voilà, c'est eh bien protéger votre créature un maximum de temps.
pour la faire rester sur le champ de bataille. Voilà, c'est ça. La lance de joute, plus 2, plus 0. La créature est en champ équipée à l'initiative pendant que c'est votre tour. Et ça s'équipe pour 3. C'est un peu cher. C'est un peu cher, je vous l'accorde, mais il y a l'initiative et c'est bien. Et puis la value qu'on obtient derrière en créant l'élémental, de toute façon, c'est top. La lame de l'aïeul, plus 3, plus 0, vigilance piétinement. À chaque fois que la créature équipée meurt, vous pouvez attacher la lame de l'aïeul, hop, comme ça, paf, en claquant les doigts, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous pouvez attacher cette épée à une autre créature ciblée qu'on contrôle. Ici, la combo, c'est quoi? Alors certes, ça coûte 3, ça s'équipe pour 3, ça fait 6 points de mana en tout, c'est cher. L'idée, c'est quoi? C'est d'attaquer avec Valduc, et si jamais Valduc se fait bloquer et qu'il meurt, eh bien hop, directement, vous pouvez directement attacher la lame de l'aïeul à votre autre élémental attaquant, ce qui fait qu'il passera 6-1 piétinement. Donc ici, l'idée, c'est de passer la lame entre Valduc et ses élémentaux. La lame noire reforgée, encore une grosse épée. Plus 1, ça ne coûte que 2. Plus 1 pour chaque terrain que vous contrôlez. Alors là, au bout d'un moment, ça vous fait des plus 7, plus 7. Enfin, c'est incroyable. Et ça s'équipe pour 3 seulement si vous l'équipez sur une créature légendaire. Sinon, ça s'équipe pour 7. Bon, vous l'équiperez toujours sur une créature légendaire, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc ça fonctionne. Le home de la multitude, je vais en parler en dernier. Et l'épée courte, plus 1, ça s'équipe pour 1. C'est la même chose que la petite épée de Amonkhet. C'est parfait. Le home de la multitude maintenant. Alors attention, écoutez bien. Ça coûte 4, ça s'équipe pour 5. C'est-à-dire 9 points de mana. C'est beaucoup de points de mana. Néanmoins, ça vaut le coup. Au début du combat, pendant votre tour, vous créez un jeton qui est une copie de la créature équipée. Donc, alors c'est quoi? Vous équipez Valduc. Au début de votre combat, vous créez un jeton 3, hein, parce qu'il y a le home de la multitude sur Valduc, et vous créez un second Valduc. Donc ce second jeton Valduc, il ne sera pas légendaire, donc vous pourrez avoir Valduc plus le jeton Valduc en jeu. La règle des légendes ne s'applique pas. Et ce jeton a la célérité. Donc en fait, pour 4 mana, enfin pour 5, du coup vous l'équipez, ça représente encore plus de points de dégâts. Voilà. Sachant que, attention, parce que si votre premier Valduc, contrairement à si votre premier Valduc meurt, le jeton Valduc, lui, il reste en jeu. Donc vous pouvez équiper le home de la multitude sur Valduc. Et donc, au prochain tour, hop, le Valduc équipé, qui en fait était un jeton, va créer un second jeton, et ainsi de suite. Enfin, là, en termes allez, c'est pas tout à fait une combo, mais c'est c'est voilà, là c'est de la grosse résilience là. Là, Valduc revient toujours. Vous aurez toujours un Valduc en jeu. Et donc, vous aurez toujours une cible intéressante pour attacher vos artefacts. Donc, c'est ultra fumé. Une dernière chose, j'avais dit maintenant que j'avais parlé de la révolte de Pierre en dernier. Cette carte-là, vous la connaissez peut-être ou pas, parce qu'elle est passée relativement inaperçue. C'est une carte de Kaladesh. Et quand, eh bien, alors c'est un enchantement pour 3 qui dit que quand un artefact non jeton, donc tous les équipements du coup, parce que les jetons cerveau 1-1, bah, ça marche pas, et bien quand un artefact est mis dans votre cimetière, vous pouvez, alors vous allez le renvoyer dans votre main, à moins qu'un adversaire ne choisisse de subir 3 dégâts. Voilà. L'idée c'est que, en fait, au début, votre adversaire il va se dire oh là 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 là, je joue contre un deck aggro, là, j'ai pas envie de prendre les 3 dégâts, tiens, remonte ta petite épée dans ta main. Donc il a évité les 3 dégâts. Cependant, vous avez récupéré votre artefact. Vous allez le rejouer, le rattacher à Valduc, et donc faire repop un jeton 3-1. Donc l'idée c'est que soit votre adversaire prend 3 dégâts, soit votre adversaire prend 3 dégâts plus tard. Est-ce que vous voyez la puissance de la carte? La révolte de Pia, ça a l'air un peu nul, il faut un deck un peu construit autour, mais une fois que vous avez mis votre stratégie en place, ça devient insupportable. Et donc en late game, votre adversaire ne voudra pas prendre les 3 dégâts, parce qu'en fait il va vite se rendre compte il aurait dû les prendre plus tôt dans la partie, mais il aura choisi de ne pas les prendre la plupart du temps, et donc la value que vous allez faire en late game avec les artefacts que vous avez remontés dans votre main est terrible. Voilà. Donc Valduc, voilà, il est là. Valduc, top cool. Hein. Valduc, moi je te mets allez, sur 10, je te mets un 7 sur 10. Un 7 sur 10, c'est bien. Bien. Et donc le dernier archétype dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'archétype chevalier. Pouf, voilà, sur votre écran s'affiche maintenant des chevaliers. Merde. Oh putain, voilà.
Vona, bouchère de Magan, Ariel, chevalier de Wingrace ou Arvad le Maudit, toutes ces créatures sont des vampires chevaliers. Enfin, Ariel, c'est pas un vampire chevalier, mais l'idée c'est que, rappelez-vous que presque tous les gros vampires d'Ixalan étaient des chevaliers. Or, dans Dominaria, on va le voir juste après, il y a beaucoup de synergie chevalier. Donc, on peut peut-être se servir de ces cartes-là pour venir euh, compléter eh bien, cet archétype chevalier qui, à mon sens, va être très fort. Ariel, Knight of Ringgrace, on va commencer par elle. 4-4 pour 4, vigilance. Pour 2, vous pouvez l'engager et créer un jeton 2-2 chevalier vigilance. Et sinon, pour un noir, vous pouvez l'engager et engager X chevalier dégagé que vous contrôlez. Et vous pouvez détruire une créature qui coûte X, enfin, qui a une force de X ou moins. Donc plus vous aurez de chevaliers engagés, plus vous détruirez un truc puissant. Sachant que vous pourrez en fait toujours engager vos chevaliers parce que toutes ces cartes ont la vigilance. Ariel, elle a la vigilance, les jetons chevaliers, ils ont la vigilance. Et donc même si vous avez attaqué avec avant, eh ben, ils ne seront pas engagés. Donc vous pourrez optimiser le pouvoir de Ariel à ce niveau-là. Donc pour 4-4, pour 4, on a une 4-4 avec la vigilance qui fait pop des tokens et qui peut détruire des créatures en face. Ça a l'air fort. Maintenant, en face, on a Vona quand même. Et Vona, pour moi, elle est plus forte. Alors certes, elle coûte un mana de plus, elle est 4-4, elle a la vigilance, pour l'instant c'est pareil. Elle a le lien de vie en plus, bon. Et pour 7 points de vie, on peut l'engager. Donc ici aussi, comme elle a la vigilance, on pourra attaquer avec et utiliser son pouvoir dans le même tour. Et détruire un permanent non terrain ciblé. On ne peut activer cette capacité que pendant notre tour. Sachant que si on la dégage, on peut réutiliser sa capacité tout de suite. En fait, pourquoi je mets Vona au-dessus de Ariel? Parce qu'avec Ariel, déjà, vous ne pouvez détruire qu'une créature, là où Vona vous permet de détruire un permanent non-terrain, donc un enchantement, un artefact, ce que vous voulez. Et surtout, avec Vona, vous détruisez hop là, directement le truc, quoi. Alors qu'avec Ariel, eh bien, vous avez besoin d'avoir suffisamment de chevaliers pour tuer un truc en fonction de sa force. Donc Vona est beaucoup plus polyvalente sur ce qu'elle peut sortir comme créature en face, enfin, comme carte, comme permanent, là où Ariel a besoin qu'on ait des chevaliers en jeu. Et pourquoi je vous ai mis Arvad le Maudit à côté? Donc pour moi, oui, hein, Vona et Ariel, ce sont les deux options de commandant chevalier blanc-noir. Arvad, il est à côté, il est 3-3 pour 5, contact mortel, lien de vie. Les autres créatures légendaires que vous contrôlez, ils gagnent plus 2, plus 2. Alors ça n'a pas l'air si bien, et en fait, je peux vous en parler, parce que du coup, là, j'ai fait une avant-première la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai fini premier, hein, donc tu peux lâcher un pouce bleu pour mon top 1. Arvad, et bah, presque tout le monde l'a joué, et presque tout le monde et ça a fait le taf presque à chaque fois, quoi. Moi, par exemple, il a fait le taf. Il a comboté avec seulement une autre créature légendaire et ça a fait le taf. Donc Arvad, ça rentre tout de suite pour moi dans le deck. Voilà. Ces cartes de chevalier, c'est celle-ci. Le maréchal Bénalian, par exemple, 3-3 pour 3, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1, c'est un chevalier. L'appel de la cavalerie pour 4, un rituel qui vous créez 2 jetons de 2 vigilance. L'histoire de Benalia, hein, donc les sagas, là, ces nouvelles cartes. Tour 1, vous créez un jeton. Tour 2, vous créez un jeton, donc chevalier de 2. Hein, et tour 3, vos chevaliers gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Et vous pouvez le comboter avec Charge, évidemment, cette petite commune qui, pour moi, est dans le top 3 des communes les plus fortes de l'extension. Pour 1, en éphémère, vous mettez +1/+1 à toutes vos bêtes jusqu'à la fin du tour. Ça fait gagner des parties. Hein. Donc toutes ces cartes-là, en fait, représentent un archétype qui a besoin d'une grosse prise de board à base de chevaliers et qui mettent une grosse start en milieu de partie. Voilà, néanmoins, cet archétype noir-blanc, il va exister, mais vous pouvez aussi le jouer, voilà, oh putain, c'est l'enfer, en vert-blanc, avec notamment ces deux options de commandant là qui sont sous vos yeux, qui sont Shanna et zut, les carrés rouges, voilà, Shanna et Shalai. Alors qu'est-ce qu'elles font? Shanna, elle va être dépendante, elle est 0-0 pour 2, elle ne peut pas être la cible de capacité que vos adversaires contrôlent, et elle a +1/+1 pour chaque créature que vous contrôlez. Attention, hein, pas pour chaque autre créature. Ça veut dire que, en fait, là où elle est 0-0, dès qu'elle arrive en jeu, elle est déjà 1-1 parce qu'elle compte elle-même pour ses points. Voilà. Et donc une carte à vocation prise de board et hyper aggro, quoi. Et Shalai à côté, qui est 3-4 vols pour 4, donc c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est ok. Je rappelle que c'est une rare, hein, donc
on s'attend quand même à avoir des effets en plus, qui donne la défense talismanique aux autres créatures que vous contrôlez, à vos Planewalkers et à vous. Donc ça c'est bien. Sachant que du coup, vu qu'on joue vert-blanc prise de board, Huatli fonctionne bien. Huatli fonctionne bien. D'ailleurs, Procession Consécratrice fonctionne très très bien aussi, hein. Vous savez, je la vous l'ai pas mis, mais c'est cet enchantement d'Amonkhet qui, pour 4 dont un blanc, eh bien, vous permet de doubler les jetons que vous posez en jeu. Donc là, il y a moyen d'abuser de ce truc-là aussi. Et donc, le troisième effet, c'est que vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 pour chaque créature que vous contrôlez. D'ailleurs, une petite précision, Shalai, son coup de mana est blanc, mais elle a une capacité verte. Donc vous pouvez jouer du blanc-vert avec. Voilà, si vous la jouez en tant que commandant. Donc les deux options, en fait, ces deux archétypes chevaliers, soit vous jouez blanc-vert, prise de board aggro, soit vous jouez noir-blanc, prise de board, mais mid-game, parce que vous aurez un peu plus de contrôle. Là où vous pourrez détruire des permanents, là où le vert vous permettra plus d'avoir des défenses talismaniques, etc. et du boost de créatures. Voilà, donc moi je crois à ces archétypes-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a des points de l'analyse, eh bien, que je n'ai pas vus, parce que c'est aussi possible, c'est même certain. Et n'hésitez pas